Bonjour à tous et bienvenue dans cette première, parce que c'est une première dans ce format-là, webconférence BMO. Des conférences, j'ai l'habitude d'en faire pas mal. Des visios, en ce moment, bien sûr, on en fait beaucoup, mais c'est la première fois que j'attaque des points très spécifiques de l'application de l'inéquation de BMO, l'inéquation décisionnelle de BMO, auprès de personnes qui n'ont pas été formées à l'inéquation. Donc, on tente le coup, on va prendre une application très spécifique qui va mettre en jeu, pour le coup, des cas particuliers qu'on appelle des biais cognitifs. Et en fait, on va voir comment est-ce qu'en combinant plusieurs biais cognitifs entre eux, on arrive à créer ce qu'on appelle la technique du leurre, extrêmement utile dans le pricing et dans la composition des offres commerciales. Les domaines d'application sont énormes, bien évidemment, du moment que vous avez plusieurs choix, plusieurs offres, sur la construction, la présentation des offres, pour pouvoir effectivement venir influencer le choix des offres, plus dans une direction ou plutôt dans une autre, en fonction de vos objectifs et de ce que vous souhaitez. Il y a une chose qui est essentielle pour moi et je préfère l'aborder de suite parce que ça va être certainement une question sous-jacente, c'est que le caractère éthique. Influencer ne veut pas dire ne pas être éthique. On passe notre temps à influencer dans la façon dont on parle, le choix du fond que j'ai pris, le fait d'avoir mis certaines chemises, le fait de choisir certains mots plutôt que d'autres, etc. Dans toutes nos interactions, du moment qu'on envoie un flux de messages, inévitablement, on va influencer la perception de la personne qui reçoit ce message. Donc, est-ce qu'influencer est éthique ou pas? Ce n'est pas la question d'influence qui est importante. L'important, c'est l'intention que vous mettez derrière. Quelle intention vous mettez derrière votre facteur d'influence et à quelle finalité? Là, pour le coup, ça vous appartient. Je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je ne suis personne pour ça. Mais je vous invite véritablement à réfléchir à cette question éthique et à vous demander, le jour où vous chercherez à mettre en œuvre cette stratégie de l'heure, est-ce que vous le faites dans un cadre éthique ou pas? Voilà. Donc ça, pour moi, la notion éthique est quelque chose d'important et je préfère de suite l'aborder. Maintenant, ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. L'idée aussi, c'est pas nécessairement de faire un top-down. Alors moi, j'ai prévu large, j'ai prévu une plage de 2 heures parce que je n'ai aucune idée, c'est la première fois que je le présente celle-ci. Donc, je n'ai aucune idée du temps que ça va prendre. Généralement, quand je prévois 1 heure, on a tendance à déborder. Donc là, je me suis prévu une plage très large. Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions, à interroger, à venir creuser certains sujets, à me dire je ne suis pas d'accord. Et c'est super intéressant et c'est super enrichissant. Donc, surtout, n'hésitez pas. Avant qu'on attaque d'ailleurs, est-ce que le son, l'image, etc. est bon pour tout le monde? Oui? Ok, impeccable. Pour tous ceux qui ont... Alors, oui, autre petit point. Je vois qu'il y en a pas mal qui me répondent dans la messagerie. C'est vrai que dans les us et coutumes, on a tendance à utiliser la messagerie. En l'occurrence, pour des raisons pratiques et surtout d'espace, je privilégie de vous voir. Donc, pour gagner en espace, je n'affiche pas ma messagerie. Donc, si vous me posez des questions en messagerie, je ne vais pas les voir. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro, à me poser directement, à me couper la parole. On va prendre la parole pour effectivement poser vos questions. Je préfère qu'on soit dans l'interaction que sur des messages parce que très sincèrement, en fait, je passe souvent à côté. Donc, visiblement, ça a l'air d'être bon pour tout le monde, le son, l'image. On est bon. Allez, partage de l'écran et on est parti. Alors, c'est quel écran? Ce matin, j'étais en initiation. Ce serait quand même dommage que je me plante de slide. On est tout bon. Ici. Dernière vérification, le partage d'écran est bon pour tout le monde. Tout voit mon écran partagé avec un joli cerveau vectorisé en bleu. Ouais. Good. Donc, aujourd'hui, on va attaquer et ouvrir le bal avec la technique du leurre. La technique du leurre, je suis venu extraire un exemple. Donc, c'est effectivement parti d'un post lancé sur LinkedIn, où effectivement, j'aime bien sur les posts LinkedIn amener et ouvrir sur des thématiques. Et en discutant de plusieurs thèmes que j'allais aborder en post, en échange privé, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça serait quand même super intéressant sur la technique du leurre, qu'au lieu de simplement ouvrir, et en l'occurrence, j'allais ouvrir sur une recherche ou des travaux de recherche qui ont été menés par Dan Ariely, qu'on peut voir dans son ouvrage « C'est vraiment moi qui décide », point d'interrogation. Super bouquin d'ailleurs au passage que je vous recommande. Plusieurs personnes m'ont dit ça serait bien que tu rentres vraiment dans le détail et qu'on essaye vraiment de comprendre au lieu de juste faire une ouverture, de regarder comment ça marche, pourquoi ça marche et comment on peut faire pour le mettre correctement en place. C'est pour ça qu'il y a 15 jours, effectivement, j'ai lancé ce post et cette première webconférence pour pouvoir essayer de creuser ensemble la technique abordée par Dan Ariely.
qui est en fait ni plus ni moins un biais cognitif. Dan Ariely, dans son bouquin, nous parle d'une proposition d'abonnement, d'une offre d'abonnement qui a été publiée par The Economist, la revue The Economist. Donc là, j'en ai pris un, c'est juste une illustration au hasard, qui est un peu dans la thématique du moment. Ils ont proposé l'offre d'abonnement suivante. Abonnement Internet, 59 $. Abonnement papier, 125 $. Et abonnement papier plus Internet, 125 $. Bien évidemment, construire une offre de pricing de cette manière-là, avec un pricing de la sorte, ça interroge. Et derrière, on peut se dire qu'on aurait pu croire éventuellement à une erreur, mais comme ça a été republié, etc., c'est loin d'être une erreur. Qu'est-ce qui se passe derrière cette offre? En fait, en opérant l'offre de cette manière-là, si on regarde la répartition des abonnements, des décisions d'abonnement des lecteurs, on s'aperçoit que l'abonnement Internet à 59 $ a retenu 16% des intentions d'achat. Et l'abonnement papier plus Internet à 125 $ a retenu 84%. Absolument sans surprise, l'abonnement papier à 125 $, personne ne l'a prise. Sans doute, pour 125 $, soit j'ai le papier, ou alors j'ai le papier plus Internet. Quitte à payer 125 $, je vais prendre le papier plus Internet. Donc à la limite, c'est presque à se demander, mais que fait cet abonnement papier au milieu, puisque pour le même prix, je peux avoir l'offre Internet. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une erreur? Bien évidemment que non. Et justement, c'est toute la technique du leurre. Si on supprime le leurre, en l'occurrence l'abonnement papier, celui où on se demande ce qu'il fait là, et qu'on regarde la répartition d'achat des abonnements, eh bien, surprise, on se retrouve avec des abonnements Internet qui ont été prises, uniquement Internet à 59 $, qui ont été prises dans 68% des cas. Et l'abonnement papier dans 32%. En fait, quel est l'intérêt d'avoir positionné l'abonnement papier? Eh bien, c'est de créer un leurre qui modifie la répartition des intentions d'abonnement sans changer les deux offres initiales. Et c'est toute la question, comment modifier la répartition des ventes entre une offre A et B, donc en l'occurrence l'abonnement Internet ou l'abonnement papier plus Internet, sans rien changer aux conditions de A et de B? Eh bien, en créant une offre A' qui sert de leurre. Ça peut paraître fou de créer une offre fictive, une offre qui n'a pas véritablement d'intérêt, mais on peut s'apercevoir que dans les faits, il y a une modification radicale de la répartition des décisions d'abonnement. Maintenant, comment est-ce possible? Parce que sincèrement, quand on regarde ça, on se dit à un moment donné qu'on nous prend un peu pour des idiots là. Et malgré tout, ça a quand même venu modifier les intentions d'achat. Comment ça opère et comment ça marche? Eh bien, il s'agit d'une combinaison subtile de plusieurs biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, certains d'entre vous sont déjà familiers du terme. Pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, on va regarder ce que c'est qu'un biais cognitif et comment fonctionne un biais cognitif. D'abord, le terme de biais cognitif a été évoqué pour la première fois dans les années 70 par Daniel Kahneman et Amos Tversky. Pas évident à dire ce mot-là. Dans les années 70, et donc il y a eu toute une série de travaux pendant toute cette période pour essayer d'approfondir cette notion de biais cognitif, et ce qui a quand même abouti en 2002 au prix Nobel d'économie pour Daniel Kahneman. Prix Nobel d'économie pour un psychologue, ça peut paraître surprenant. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les travaux? En fait, ils ont cherché à comprendre les prises de décision irrationnelles que pouvaient avoir certains acteurs du secteur boursier. Les traders sont loin d'être idiots, ils ont des capacités d'analyse et de raisonnement poussées, ils doivent prendre des décisions très rapidement avec un maximum de facteurs. Donc l'irrationalité, ce n'est pas nécessairement ce qui va les caractériser. Xavier, je me permets de désactiver le son. Ah non, c'était Ludovic. Hop là. Donc, étonnant de voir des personnes qui ont une telle capacité d'analyse et des tels réflexes ou de telles habitudes décisionnelles avoir de telles positions irrationnelles. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que ces prises de décision irrationnelles tenaient régulièrement par rapport à certains contextes. Il y avait une récurrence au niveau des contextes. Et c'est comme ça qu'est arrivée la notion de biais cognitif.
pour creuser la question dans le détail, et pour pas qu'on y passe non plus 100 ans sur la définition des biais cognitifs, le bouquin de référence par excellence des biais cognitifs, Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, c'est vraiment le bouquin qui définit comment fonctionne un biais, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Derrière, vous avez d'autres auteurs, hein, ça a été popularisé depuis, il y a énormément de travaux qui ont été faits. Moi, j'ai aussi une appétence assez forte sur Dan Ariely, que je trouve passionnant à la fois dans le travail de recherche et également dans le style d'écriture. C'est des bouquins où on passe quand même pas mal de temps à rigoler en même temps qu'on est en train d'étudier. J'accepte une personne qui nous rejoint, impeccable. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif, concrètement ? Les biais cognitifs sont des distorsions dans le traitement cognitif des informations. Le son, hop, ici. Donc, les biais cognitifs sont des distorsions je vais y arriver, dans le traitement cognitif des informations qui aboutissent à des réflexes de pensée, ça c'est important, cette notion de réflexe, de pensée par contre faussement logique, inconscient et irrationnel. Les biais cognitifs, effectivement, nous induisent dans certaines conditions en erreur. La distorsion peut opérer dans le flux d'informations entrant ou sortant du système cognitif. Il va y avoir une opération de sélection des informations ou une sélection ou une modification des informations sortantes. Soit l'un, soit l'autre, soit parfois dans certains biais cognitifs, les deux. Également, les biais cognitifs sont déclenchés par la configuration de certains contextes. Ce sont les contextes qui vont déclencher les biais cognitifs. D'accord ? Donc, ce sont des récurrences de contexte, des identifications de contexte qui vont déclencher le biais cognitif. Tant que le contexte perdure, c'est-à-dire tant qu'on est pris par le contexte, l'esprit critique ne se déclenche pas. Pour que l'esprit critique se déclenche, il faudrait qu'il y ait rupture de cohérence. Le truc, c'est comme c'est le cerveau qui a mis en place l'automatisme, il n'y a pas de rupture de cohérence, donc l'esprit critique ne se déclenche pas, et donc je ne me rends pas compte que je suis pris dans un biais cognitif et qu'il y a une distorsion de l'information qui m'amène à une fausse logique ou qui m'amène à des décisions irrationnelles. Et enfin, notre cerveau a recours au biais cognitif, ce n'est pas un bug dans le système, c'est que le cerveau a besoin de biais cognitifs pour pouvoir économiser de l'énergie. Les biais cognitifs apparaissent dans l'automatisation de traitement de l'information. Tant que je fais l'opération de façon volontaire et consciente, le biais cognitif n'opère pas. Par contre, à la seconde où je vais automatiser certaines tâches, c'est l'automatisation des tâches qui peut créer un biais cognitif en fonction des contextes, et l'objectif est d'économiser de l'énergie, de pouvoir traiter la situation de façon beaucoup plus rapide, et également de pouvoir libérer mes ressources attentionnelles pour pouvoir les focaliser sur des choses qui me semblent plus importantes. Okay ? Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions ? Oui, non ? C'est bon pour tout le monde ? Ouais. Question. Non, c'est bon pour Loïc. Ouais, Emmanuel aussi. Xavier, on est bon ? Ok. Par exemple, je vais y arriver, un exemple de biais cognitif. Eh bien, vous en avez un sous les yeux. Alors, certains d'entre vous, je sais, ont suivi la formation de BMO, d'autres ont déjà vu d'initiation, d'autres peut-être connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas ce contexte, est-ce que vous pouvez me dire, donc là, je peux vous dire en ce moment, en live, votre cerveau est en train de vous mentir. C'est-à-dire que vous êtes pris en ce moment dans un biais cognitif. Il y a une distorsion de l'information. Tiens, j'ai quelqu'un qui arrive à écrire sur mon écran. Tiens, Xavier. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça, Xavier. Il faudra qu'on en parle après, ça m'intéresse ça. Je vois un trait rouge en bas de mon écran. Donc, en ce moment, votre cerveau est en train de vous mentir, au sens propre du terme. Il est en train de déformer l'information que vous représentez. Mais est-ce que vous pouvez me dire où est le biais, comment il opère et quelle distorsion il crée en ce moment ? Personne ? Emmanuel ? Une idée ? Non ? Loïc, Arnaud ? Geoffroy, Romain, Nicolas ? Ouais, Non, Nicolas, moi je ne vois rien. non ? Il n'y a aucun bug Vous n'avez pas un indice? Un indice ? Allez, je Oui. donne un indice. Tac. Ça se joue entre la case A et la case B. Ah, la couleur? C'est une Alors, question de couleur. Une notion d'ombre, non? effectivement,
Elles ont la même Une histoire de couleur. couleur. Je vais juste vérifier un truc. Si la personne qui vient de faire des dessins sur l'écran, je ne sais pas du tout comment vous faites ça. Tu Mais si vas, par contre, attends, tu vas dans Annoter. Moi, j'ai fait le petit verre en haut. Tout en Observe haut, l'affichage, annoté. En haut. Annoter, et tu vas dans Effacer. Toi, comme tu es l'animateur, tu peux faire effacer tous les dessins. d'accord. Alors, dans le petit, En haut, ah ça y est, Annoter, annoter, effacer, et tu cliques sur effacer, Effacer tous les effacer dessins. tous les dessins. Ouais, super. Ok, je Voilà. ne savais pas qu'on pouvait faire ça, dis donc. C'est bien. Je viens d'apprendre un truc pour le coup. Maintenant, il faut juste que j'arrive à sortir de ça. Hop, ici. Voilà. Hop, là, je suis bon. Et là, je suis bon. J'ai pas du tout envie d'annoter, donc j'aimerais bien sortir. Merci. Tu fermes juste le menu. Ça y est, je m'en suis sorti. Good. Bah, tiens, je viens d'apprendre une fonctionnalité que je ne connaissais pas. Donc, effectivement, le biais opère entre la case A et la case B. J'ai entendu une histoire de couleur. Elles sont de la même couleur. Exactement. La case A et la case B, en ce moment même, quand on le regarde, sont très exactement de la même couleur. Si là, vous faites un imprime écran, que vous le mettez sur Photoshop, vous prenez la pipette là, de couleur, et que vous cliquez sur la case A ou la case B, vous verrez que vous avez exactement le même code de référence couleur. Amazing. Pardon? Amazing. Amazing, exactement, amazing. Pur et dur. Alors, généralement, les gens ne croient pas. Ils me disent non, c'est pas possible. Alors, pour pouvoir vous le prouver, eh ben, j'ai déjà fait l'expérience. Je suis allé sur Photoshop. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est que c'est le contexte qui crée le biais. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne la case A, je sélectionne la case B, et je vais faire disparaître tout ce qui est autour, sans modifier la case A et la case B. Je vous promets que je ne modifie pas la couleur de la case. Et vous allez voir que c'est le contexte. En faisant disparaître le contexte, je fais disparaître le biais. Et donc, effectivement, je vois les couleurs telles qu'elles sont, entre guillemets, réellement. Pourquoi? Parce que le biais n'opère plus. Et vous voyez bien que même quand on le sait, tant qu'on est pris dans le contexte, le biais opère. Le seul et unique moyen que j'aurai de pouvoir sortir du biais, bah, c'est ce qu'on vient de faire. Il faut sortir du contexte. Tant que le contexte opère, l'automatisme du cerveau opère, et il me crée une modification de l'information. Okay? Je veux vraiment vous faire prendre conscience avec ça de la puissance du biais cognitif. Donc, finalement, en créant des contextes de biais cognitifs, je vous le remets exprès, en créant des contextes de biais cognitifs, on opère des opérations automatiques du cerveau. Et même si on en a conscience, tant qu'on est pris dans le contexte, le biais opérera. Okay? Donc ça, c'est une donnée fondamentale de compréhension des mécanismes des biais cognitifs si on veut comprendre la technique du leurre. Parce que le leurre n'a rien de rationnel, justement. Et des biais cognitifs... J'ai une question. Oui, bien sûr. J'ai bien vu, c'est pas que je vous crois pas, mais c'est vrai que même après avoir vu la démonstration, c'est difficile à... Étant donné que B, qui semble blanc, est entouré de cases noires, enfin que moi je vois noir alors que c'est un damier, et là vous dites que B est de la même couleur que A, c'est-à-dire noir. C'est ça. Et donc les autres autour qu'on voit noires, elles sont comment? Elles sont encore plus noires que les cases. Encore plus noires. D'accord. D'accord, c'est du gris et gris foncé, quoi. Exactement. En fait, ce qui rend opérable là, le biais, c'est ce qu'on appelle la constance chromatique, c'est que du coup, les couleurs sont prises dans l'ombre. Et D'accord. quand elles sont prises dans l'ombre et que le cerveau veut garder une constance chromatique, alors il corrige la représentation de la couleur dans l'ombre. C'est pour ça qu'on les voit de deux couleurs différentes. C'est l'opération de correction qui nous fait voir deux couleurs différentes. D'accord, merci. Voilà, pas de souci, avec plaisir. Donc, des biais cognitifs, en réalité, il y en a quelques-uns. En fait, aujourd'hui, on a identifié à peu près 200 biais cognitifs. Donc, autant vous dire que les biais cognitifs sont omniprésents. Notre cerveau, c'est normal, cherche à automatiser au maximum les traitements d'informations pour essayer de gagner du temps, pour essayer de gagner de l'énergie et de focaliser nos ressources attentionnelles sur des choses inédites, nouvelles ou importantes. On ne va pas voir, je vous rassure, on ne va pas faire les 200 biais cognitifs ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas le but. On va par contre regarder ceux qui opèrent, une partie importante de ceux qui opèrent dans la technique du leurre. Donc, et on va commencer par le plus important. Donc, la technique du leurre, c'est une combinaison subtile de plusieurs biais cognitifs, à commencer par le biais de contraste, de toute évidence.
Que nous dit le principe du biais de contraste? Nous ne pouvons évaluer une chose qu'en la comparant à une autre. Qu'est-ce qui est chaud? Chaud, oui, mais chaud par rapport à quoi? Si je veux pouvoir dire que quelque chose est chaud, il me faut obligatoirement une valeur de référence. Sinon, ça ne veut rien dire. À chaque fois qu'on évalue quelque chose, on l'évaluera toujours consciemment ou inconsciemment par rapport à une valeur de référence. On va me dire, bah tiens, un tel service, c'est cher. Très bien. Cher par rapport à quoi? Et c'est là que le biais de contraste devient intéressant. C'est que si on change la valeur de référence, alors on change l'évaluation qui est faite de l'objet. Et là, pour le coup, on a un facteur d'influence, un facteur de modification qui est très important. Et on va voir en l'occurrence que c'est bel et bien ce que nous allons faire. Nous allons, via des mécanismes de maîtrise attentionnelle, changer la valeur de référence. Et donc, on va changer l'évaluation qu'on se fait des choses. Mais j'anticipe un peu. D'un point de vue pricing, en fait, le biais de contraste, il s'applique sur énormément de choses. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais on va essayer de rester focalisé sur la technique du leurre. Par contre, en termes d'organisation de pricing, il y a un truc qui est compliqué, c'est lorsque l'on ne propose qu'un seul et unique produit, ou qu'un seul et unique service, ou qu'une seule et unique offre d'abonnement, etc. Pourquoi? Parce que votre client, quand il va arriver, ok, offre, abonnement, papier plus Internet, 125 €. C'est cher ou c'est pas cher? Ça les vaut ou ça les vaut pas? Je le compare par rapport à quoi? J'ai rien pour le comparer. Automatiquement, ce que va faire votre interlocuteur à ce moment-là, ou votre audience, vos prospects, il va aller le comparer par rapport aux concurrents. Et donc, le bonhomme qui était sur votre page, si c'est au moment d'un tunnel de vente ou d'acquisition, eh bien, il va en sortir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est 125 € ou dollars? Cher ou pas cher? D'ailleurs, je suis sûr que si je lançais un sondage là-dessus, j'aurais toutes les réponses possibles et imaginables. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous la même valeur de référence. Et donc, comme pour évaluer une chose, il me faut une valeur de référence, il n'y a pas pire situation que, à moins d'être le moins cher du marché. Et donc, du coup, quand les gens vont voir ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de revenir. Généralement, ils vont revenir. Sauf s'ils ont été pris par une technique de leurre par ailleurs. Mais en théorie, ils devraient revenir. Si, et exclusivement si, on est les moins chers du marché. Or, on s'aperçoit que c'est une guéguerre pour tirer les prix vers le bas, mais finalement, on n'est plus sur la qualité, et bon, avec tout ce que ça peut générer en effet secondaire. Donc, déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va donner deux choses à comparer, à minima, histoire que la personne puisse pouvoir comparer une chose par rapport à une autre. Et donc, à minima, on va mettre deux offres. Abonnement Internet et abonnement papier plus Internet. Déjà, là, j'ai au moins un élément de comparaison. Le problème, c'est que ce n'est pas évident pour pouvoir comparer, à savoir, abonnement Internet, est-ce que je peux comparer un abonnement Internet seul et un abonnement Internet plus papier? Les deux sont difficiles à comparer. Mais admettons que la personne, elle reste et qu'elle perd un choix là-dedans. Eh bien, on se retrouve dans la situation initiale que je vous ai donnée tout à l'heure, qui est la proposition d'abonnement sans le leurre. Et lorsqu'on regarde la répartition, on s'aperçoit qu'on a 68% qui ont pris l'abonnement Internet et 32% qui ont pris l'abonnement Internet plus papier. Pourquoi est-ce qu'on a autant de personnes qui ont pris, dans ce cadre-là, l'abonnement juste Internet à 69 $? Eh bien, parce que on s'aperçoit que dans un choix binaire, les gens ont plutôt tendance à faire un achat de compromis. L'achat de compromis, c'est de se dire, ça va me faire, on va le voir un peu après, un biais de cadrage, où du coup, je vois ce qui est cher et je vois ce qui est moins. Dans 68% des cas, les gens vont préférer faire un compromis sur l'acte d'achat pour ne pas se prendre le top du top, mais ce qui est en dessous. Et cette répartition-là vaut dans quasiment toutes les situations, dans un choix binaire. Ça ne fait pas notre avantage. Ce n'est pas précisément ce qu'on veut, puisqu'on se retrouve dans la configuration initiale qu'on ne voulait pas avant la technique du leurre. Une question. Oui.
Arnaud? Si justement ton objectif c'est de vendre celle à 59, ça peut être utilisé ou pas? Ah bah oui, tant qu'à faire. Là, pour le coup, si tu veux vendre la salle à 59 parce que tu as plus de marge dessus, c'est la technique parfaite. D'accord. Là, oui, c'est vrai que je n'ai pas donné en prérequis. Mon but du jeu, c'est de placer un maximum d'abonnements Internet plus papier. D'accord. Donc si en fait ton cœur de cible il est sur le 59, à la rigueur tu fais une offre premium et Exactement. tu n'en mets que deux. Exactement. Et là, pour le coup, ça marche bien, ça cartonne bien. Ça, pas de Ok. souci. Ok, merci. Donc, effectivement, si c'est l'objectif, c'est la meilleure stratégie, effectivement, à avoir. On revient sur notre stratégie où c'est celui-ci là qu'on veut placer. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser un autre biais. On va utiliser le biais de disponibilité. Que nous dit le biais de disponibilité? Il nous dit que nous privilégions les informations directement disponibles physiquement et cérébralement. Encore une fois de plus, mon cerveau est feignant. Ah, il n'est pas feignant pour rien, hein. C'est juste que déjà, de base, il consomme 20% de mes réserves énergétiques quotidiennes, principalement sous forme de glucose et d'oxygène. 20%, c'est colossal. Pourquoi? Parce que notre cerveau représente 3-4% de notre masse corporelle. 20% de consommation d'énergie, c'est pharaonique. Donc, faire des efforts, consommer de l'énergie, ça, il n'aime pas. Donc, il va passer son temps à essayer d'économiser de l'énergie. Si pour le coup, j'ai toutes les informations nécessaires disponibles sous les yeux pour pouvoir comparer, je ne vais pas forcément être enclin à aller fournir des efforts pour aller chercher d'autres modes d'information, aller me connecter, c'est d'identifier qui pourrait être des alternatives, faire l'effort d'aller rechercher leurs offres, comparer les offres entre elles, etc. Beaucoup d'efforts. Alors que là, pour le coup, cool. On me propose un choix entre 3 éléments. Ah, là, je commence à avoir des choses à comparer. Surtout qu'en plus, j'ai un élément intéressant, c'est que lorsque je mets ces 3 offres, donc volontairement, j'ai modifié l'offre, donc on est sur une offre A, B et C, j'ai modifié l'offre intermédiaire volontairement pour donner un panel de 3 types d'offres différents et crescendo. J'ai un abonnement Internet à 59 $, j'ai un abonnement Internet plus les éditions hors série sur papier à 79 $, et l'abonnement papier plus Internet à 125 $. Si on regarde cette fois-ci comment vont se répartir les intentions d'abonnement, ah bah là, pour le coup, je suis un peu embêté parce qu'on ne l'a pas fait. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts. Par contre, d'expérience, eh bien, on sait que dans cette situation-là, tiens, je ne l'ai pas mis celui-là? Eh bien alors, voilà, c'est pas normal. Eh bien, il me manque une slide. Je vais vous le donner en live. La répartition qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir ici, surtout… Ah oui, non, d'accord. Je sais pourquoi je ne l'ai pas mis, je l'ai mis après. On va se retrouver donc effectivement avec une répartition qu'on ne connaît pas. Mais pour pouvoir comprendre et anticiper la répartition des ventes qu'il va y avoir dans cette configuration-là, il faut étudier le biais de cadrage. Le biais de cadrage nous dit la chose suivante. La façon dont nous présentons les choses définit un cadre cognitif de réflexion. Ça va me donner mon champ de réflexion. Or, ici, dans la façon dont je le présente, mon cadre de réflexion va me permettre de définir ce qui finalement est le moins cher, 59 $, et ce qui est le plus cher, 120 $. Et donc, ça va venir implanter inconsciemment dans quelle zone mon cerveau va venir évaluer les prix et sa marge de décision. Ici, c'est un biais de cadrage lié sur les fourchettes hautes et basses des prix. Mais les biais de cadrage, il en existe de plein de formes. Et en l'occurrence, en même temps que je préparais ces slides, j'ai découvert qu'il y en avait un qui était magnifique, celui-ci, le titre. How bad will it get? C'est un biais de cadrage énorme sur la façon dont on va penser l'information. On est déjà en train de nous faire un biais de cadrage sur l'anticipation de la situation dans son caractère catastrophique, dans son caractère mauvais, difficile. On est déjà en train de cadrer mon champ de réflexion et la façon dont je vais aborder la situation. Là, le biais de cadrage est juste énorme. Une question, la différence avec le biais d'ancrage? Les biais de cadrage et les biais d'ancrage, on a souvent tendance à venir les superposer. Souvent, ce qu'on va faire avec un biais d'ancrage, c'est qu'on va venir poser un point de référence
Et ça va être l'éloignement de ce point qui va définir l'ancrage de référence. D'accord. Le biais de cadrage, on va venir les borner de chaque côté et ça va définir mon cadre de réflexion. Donc l'ancrage, c'est par rapport à un point. Le cadrage, c'est une limite entre deux extrêmes. Ok. Donc là, pour le coup, effectivement, si on irait, enfin, on est à la fois sur un biais de cadrage et un biais d'ancrage. L'ancrage étant le caractère mauvais, mais le biais de cadrage va couper déjà de mon champ de réflexion tout ce qui serait potentiellement positif, sur lequel on arriverait spontanément, parce que dans toute situation, il y a des caractères positifs et des caractères négatifs. Là, on me cadre d'entrée de jeu, via un biais d'ancrage, on me cadre d'entrée de jeu sur une facette de la situation. Ok. Ça, c'était juste une petite aparté, c'est qu'en même temps que j'étais en train de faire mes slides, j'ai vu qu'il y en avait un juste splendide à côté de nous. Je me suis dit, ce serait quand même dommage de ne pas le noter. Donc, revenons à ma situation. Ici, je me retrouve avec un biais de cadrage très important qui me donne la fourchette basse et la fourchette haute. Eh bien, dans un choix tripartite, comme ça, dans un biais de cadrage, l'achat de compromis, dans beaucoup de situations, se situe au milieu. On sait que généralement, l'achat de compromis va être pas les premiers prix parce que ce n'est pas véritablement ce que je recherche, pas le plus cher parce que est-ce que j'en ai vraiment besoin, mais donc je vais me faire un compromis entre les deux et je vais prendre l'offre du milieu. Donc en admettant, Arnaud, que ta cible était justement l'offre digitale plus, enfin Internet plus leur série, tu mets en place un biais de cadrage, une fourchette basse, une fourchette haute, tu sais que la majorité des actes d'achat vont se faire sur l'offre du milieu. On l'utilise par exemple énormément en restauration. En fait, on sait qu'on va faire un menu qui ne coûte pas très cher, on va faire un menu qui coûte relativement cher, et on va faire un menu intermédiaire, et en réalité, on fait un maximum de marge sur le menu intermédiaire. Et comme ça, l'offre qui nous permet de générer le plus de marge, donc de bénéfices, va être ciblée par le biais de cadrage et l'achat de compromis. Et comme j'allais être avec vous en webconférence aujourd'hui, que j'avais clairement ça en tête, midi, je déjeunais avec un client et j'en avais un magnifique devant moi dans le menu. Non, j'ai pas pris celui-là. Mais pourtant, il fallait bien admettre que spontanément, peut-être qu'effectivement, c'est celui que j'aurais pris. Encore une fois de plus, comment on sort d'un biais cognitif? En détectant le biais et en ne se laissant pas emporter par la décision spontanée. Donc, c'est par l'identification du contexte. Ici, on va avoir une répartition des intentions. Alors, pour le coup, je ne peux pas vous donner les pourcentages parce qu'on ne l'a pas testé. Mais par contre, schématiquement, on va avoir l'offre B qui va être choisie en premier, ensuite l'offre A et ensuite l'offre C. Donc là, pour le coup, ça ne fait pas forcément notre affaire parce que le but du jeu, c'est quand même de réussir à placer un maximum d'offres C. Or, en divisant ici les ratios avec une priorité sur B puis sur A, je risque fort d'appauvrir l'offre C et finalement avoir une faible répartition sur l'offre C dans les intentions d'achat ou dans les intentions d'engagement. Okay. Donc, bien évidemment, il ne faut pas qu'on en reste là. Dans ce cas, on pourrait aussi imaginer d'élargir le cadre. Si j'élargis le cadre, dans ce cas-là, je vais être tout bon. Et on va se retrouver avec une configuration qui me permettra d'avoir un achat de compromis au milieu. Logique, non? Vu que je fais un biais de cadrage, dans ce cas-là, la fourchette basse, elle se situe à $59. La fourchette haute, elle se situe à 215. Mon achat de compromis, ça y est, j'y suis enfin. C'est l'abonnement papier plus Internet. Et j'ai enfin réussi à placer mon produit. Mais Guillaume, j'ai une question à te poser. Avec cette offre pléthorique, tu ne crois pas qu'à un moment donné, ton cerveau qui veut économiser d'énergie, il va regarder ça et va dire ouais, bon, c'est un peu compliqué pour moi. C'est pas que c'est compliqué, mais lui, en tout cas, va le percevoir comme ça et il va peut-être aussi faire du churn et lâcher la page. Et il ne commandera rien du tout, il ira chez la concurrence. Exactement. En fait, ce que je suis en train de vous proposer, c'est faux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour plusieurs raisons. Effectivement, il y a la raison qu'a évoquée Florence qu'on va approfondir juste après. Mais déjà, le premier problème, il faut les construire, toutes ces offres. Donc là, j'en avais créé des fictives avec une édition de luxe plus Internet, etc. Avec ensuite l'abonnement papier Internet de luxe plus l'accès à l'ensemble des archives. Donc déjà, il y a toute la gestion de toutes ces offres à gérer, plus la promotion de toutes ces offres, plus le fait qu'il faudrait avoir le temps de réussir à passer tout ça à notre client. C'est l'enfer. Donc déjà, en termes de gestion, on perd une énergie de dingue. En plus, il y a un autre biais qui va jouer, ce qu'on appelle le biais de clarté.
Le biais de clarté, clarté nous dit que c'est plus simple, plus c'est simple à comprendre, plus nous avons confiance et plus nous déclenchons facilement l'acte d'achat ou l'acte d'engagement. Donc, avec 5 offres, non, clairement, j'y suis pas. C'est trop compliqué à appréhender, c'est trop compliqué à gérer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce n'est pas tant la répartition des offres qui va bouger, ça va être surtout une chute du volume des ventes. On appelle ça la paralysie d'achat. Je me retrouve devant pléthore de choix et je dois tout évaluer. Pourquoi? Parce que je n'évalue pas une chose de façon intrinsèque. À la limite, si j'avais pléthore de choix, mais que je pouvais évaluer une chose en l'isolant, pas de problème. J'aurais une évaluation dans l'absolu de l'objet, ça ne me poserait pas de problème. Mais non. Parce que pour le coup, je dois évaluer chaque possibilité entre elles pour essayer d'avoir une évaluation de chacune et ensuite essayer de choisir celle qui me correspondrait le mieux. Là, ça en nécessite de l'énergie, un sacré paquet d'énergie. Et donc, je me retrouve paralysé dans mes choix. Typiquement, le grand classique, le rayonnage de vin en grande surface. J'ai pléthore de choix. C'est très difficile de comparer un vin par rapport à un autre parce qu'il y a les années, parce qu'il y a les cépages, parce qu'il y a les noms de château, parce qu'il y a les terroirs, parce qu'il y a... Et puis au final, ce n'est pas la même expérience. Donc ce vin à 15 €, est-ce qu'il est mieux que cet autre vin à 15 €? Est-ce que... c'est l'enfer. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs en GD le rayon le plus anxiogène par excellence dans l'acte d'achat. On se retrouve souvent avec une paralysie d'achat. Donc là, pour le coup, volume, il va partir en chute libre. Il y a aussi un deuxième effet. Admettons que certains des bonhommes aient quand même, malgré tout, pris la décision d'acheter. Et bien, on va avoir une deuxième chose qui va apparaître en effet secondaire, l'insatisfaction post-achat. Pourquoi? Parce que quand j'ai pléthore de choix, il est complètement légitime que je recherche le top du top. Avec autant de choix, je ne peux pas me tromper. J'ai forcément un des produits qui me correspond parfaitement. Et plus j'ai de choix, plus c'est vrai. Et donc, au moment où je vais acheter quelque chose, inévitablement, il va y avoir des petites frustrations qui vont apparaître. Et donc, du coup, je vais me mettre à douter du choix que j'ai fait. Y compris quand celui-ci était le bon. Super! Ah, il est vraiment top, celui-là. Ouais, mais celui-là, il est vraiment top. Mais au final, est-ce que c'était le meilleur? Vu tout le choix que j'avais, peut-être qu'il y en avait d'autres qui étaient encore mieux. L'herbe plus verte, toujours plus verte chez le voisin. Et donc, du coup, j'en viens à pas regretter mon choix, mais la satisfaction de mon choix est quand même parasitée par le fait de me demander si j'ai vraiment pris la meilleure décision. Et ça va finir par générer de l'insatisfaction d'achat, y compris quand le choix était le meilleur post-analyse. Si on analysait vraiment et que la personne nous témoignait d'une insatisfaction et qu'on vient creuser avec elle, savoir si c'était la meilleure offre, et que c'est vraiment la meilleure offre, on aura quand même un sentiment d'insatisfaction. C'est lié directement au biais de clarté. Okay. Donc, démultiplier les choix pour essayer justement que la fourchette haute se retrouve au milieu du biais de cadrage, nope, mauvaise stratégie. Okay. Si vous voulez creuser ce sujet sur, pour le coup, c'est More is Less, The Paradox of Choice, qui a été rédigé par Harry, je crois. Non, Barry Schwartz. C'est un super bouquin. The Paradox of Choice, One More is Less. C'est un petit bijou, justement, sur le paradoxe du choix et comment nos choix nous éloignent du sentiment, enfin, la pléthorique de choix nous éloigne du sentiment de satisfaction. Très, très, très intéressant. Il a également, si vous ne voulez pas forcément vous avaler le bouquin, il a fait un TEDx qui commence à dater, qui date de 2006, mais qui est génial, qui résume extrêmement bien le bouquin. Si vous tapez le titre, là, The Paradox of Choice, TEDx, vous allez tomber sur lui et c'est vraiment hyper intéressant à regarder et ça montrera pourquoi, justement, le biais de cadrage appliqué de cette manière-là. Pourquoi le code? Oui, Nicolas? Non. Ah, c'est une activation, ok. Non, c'est moi en fait. Ah, pardon. Vas-y, Moi, dis. je pouvais partager juste un témoignage. Bien sûr, vas-y. Aujourd'hui, vous avez 2 builders de sites internet sur le marché qui, pour le coup, sont en directe concurrence, dont un qui est ultra connu.
Eh ben, on est typiquement là-dedans parce qu'eux ont une offre en ce moment en édition limitée d'un tarif hyper compétitif pour le développement d'un site internet sur 2 ans, hébergement compris. Et en fait, quand vous rentrez à l'intérieur, le parti pris en fait, de cette marque-là, c'est de vous proposer au moins 200 thèmes possibles versus 70 de la concurrence. Sauf que quand on rentre à l'intérieur, les 200 thèmes finalement vous font comprendre qu'ils se ressemblent tous et qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Ensuite, c'est absolument indigeste à l'utilisation parce qu'on se rend compte que ça génère de la consommation d'énergie au niveau du cerveau parce qu'il faut adapter ce qu'on développe en version mobile alors que chez la concurrence, ce n'est pas le cas. Et chez la concurrence, vous avez le 80-20 de toutes les fonctionnalités plus des widgets associés. Résultat, en fait, moi, je suis allée chez la concurrence pour qui j'ai payé plus cher versus l'autre. J'ai annulé mon abonnement dans le règlement, enfin dans le délai réglementaire et je ne l'ai jamais regretté. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font justement ce qu'on appelle nous du churn en marketing, donc de la perte. Ça, complètement. C'est exactement ça. Et on est complètement dans le paradoxe du choix. Ah, c'est ça. D'où l'importance que le biais de cadrage doit être bien posé. Très, très bien posé même. Faute de quoi, on va tomber dans ce paradoxe-là. Donc, au final, on va faire un biais de cadrage qui va se limiter à 3. Et le problème, c'est que si on l'opère juste comme ça, on se retrouve dans la configuration où B va emporter la répartition des intentions d'achat, ensuite A et ensuite C. Donc, on a encore passé à côté du dumping de l'offre C. Et la clé qui manque, en réalité, pour que ça fonctionne, c'est la focalisation de l'attention. Alors, comment on va venir focaliser l'attention? Le premier facteur pour focaliser l'attention, ça va être l'utilisation du premier biais qu'on a vu, le biais de contraste. Nous ne pouvons évaluer une chose qu'en la comparant à une autre. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je ne sais plus où j'en suis dans mes slides parce que j'ai mis l'affichage. Lorsque je mets ici un biais de contraste, c'est très difficile de comparer l'offre. Ah, tiens, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver. C'est très difficile de comparer un abonnement Internet avec un abonnement papier plus Internet. Ça, c'est compliqué. Et comme c'est compliqué, je ne vais comparer que le prix et je vais faire un achat de compromis par rapport au. J'ai fait sur l'euro, il y a Tac, micro déactivé. Et donc, le but du leurre, en fait, va servir à focaliser l'attention. Pourquoi? Parce que pour le coup, ici, j'ai 2 points communs. Et donc, c'est facile, une fois que j'ai mon point commun entre les 2 choses, de pouvoir comparer le reste. L'un est à 125 €, l'autre est à 125 €. Donc, même si je ne peux pas comparer du papier par rapport à du papier de l'Internet, par contre, je peux comparer que les 125 € sont égaux. Donc, mon attention va venir se focaliser sur ce que je peux comparer entre eux. Et par contre, quand je compare le prix qui est similaire, que je compare le reste à côté, je m'aperçois que papier d'un côté ou papier plus Internet, évidemment, j'ai tout intérêt à prendre papier plus Internet. Et c'est la focalisation de l'attention sur ce qui peut être comparable qui fait qu'automatiquement, mon cerveau squeeze la première offre qui est incomparable avec les autres. Et il la squeeze, il l'éjecte. Ça ne rentre plus dans le champ attentionnel parce que c'est plus difficile à comparer. Bilan, qu'est-ce que ça va venir créer? Eh bien, ça va venir modifier le choix. En réalité, le cadre de choix, donc ça modifie le biais de cadrage par l'effet de contraste, par la similarité de comparaison, et je vais me retrouver avec un biais de cadrage à l'intérieur par focalisation de mon attention entre l'abonnement papier ou l'abonnement papier plus Internet, puisque les prix sont identiques. Et derrière, forcément, dans cette configuration-là, je me retrouve avec 0,84, sachant qu'en réalité, les 16%, alors soit c'est une raison de capacité financière, soit c'est que tout simplement, ça n'a pas réussi à focaliser l'attention, les personnes ont réussi à sortir du biais, à sortir de la focalisation de l'attention, et là, pour le coup, on se retrouve effectivement avec quelques personnes qui vont prendre l'abonnement Internet. Mais on voit bien à quel point la focalisation de l'attention est venue modifier le biais de cadrage par le principe de comparaison. C'est clair pour tout le monde, ça? C'est bon? Pas de questions par rapport à tout ça? Ok. Non, c'est clair. Alors là, pour le coup, on est sur
un effet de leurre que j'appelle relativement basique. C'est-à-dire qu'on a fait un effet de leurre avec une stratégie rebutoire. Alors, j'ai quand même appelé ça rebutoire, mais je me suis aperçu, enfin, j'ai l'impression qu'il n'existe pas ce mot. J'arrive pas à trouver le mot. Je sais qu'au Scrabble, on marque 0 point avec ça. Mais voilà, si quelqu'un a une définition sur rebutoire, je suis preneur. J'ai pas réussi à. Toujours est-il, je l'emploie quand même. Donc, vous voyez bien l'idée avec rebutoire, c'est quoi? C'est que je compare 125 €, 125 €, l'un j'ai que le papier, l'autre j'ai le papier plus Internet, celle qui est papier est un rebutoire. Donc, du coup, je l'exclus en me disant, il me prend vraiment pour un con. Hein. Et 125 balles que le papier ou 125 balles plus Internet, ils me prennent pour un pigeon. Évidemment que je vais prendre papier plus Internet. Et c'est le principe rebutoire et je prends l'offre papier plus Internet. Et là, pour le coup, les gens n'ont pas conscience qu'on est venu dériver les options de choix. OK? C'est assez basique. Il y a plus subtil dans la technique d'Euler. L'approche plus subtile, c'est justement celle qui m'avait servi d'illustration pour le post. Qu'est-ce qu'on va faire là pour le coup? On va effectivement mettre en place un leurre, mais on ne va pas utiliser la technique rebutoire. On va voir qu'on utilise une autre stratégie dans le leurre, avec exactement les mêmes activations des différents biais cognitifs. Comment est-ce qu'ils ont opéré ici? Ça, c'est le leurre qui est en place. On aurait pu très bien imaginer d'avoir un choix binaire avec l'offre à 13,99 € pour 75 € et l'offre à 19,99 € pour 60 gigaoctets. Oui, mais avec le week-end Internet illimité. Autant vous dire que présenté comme ça, bien évidemment, l'achat de compromis, il vient de suite ici. C'est rédhibitoire. On aurait pu le présenter avec l'autre offre. 13,99 € par mois, 75 gigaoctets, ou 15,99 €, 100 gigaoctets. Ouais, on serait un peu plus tenté à aller chercher celle à 15,99 €. Mais on se retrouve encore pris dans le contexte binaire avec l'achat de compromis. Donc ça ne serait pas optimiser l'achat de 15,99 €. Ça serait encore cette offre-là qui l'emporterait, où les gens se diraient ouais, enfin en même temps, 75 gigaoctets, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Donc au pire, si je les dépasse, je basculerai à 15,99 €. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de 100 gigaoctets? Et là, pour le coup, c'est encore l'offre à 13,99 € qui l'emporte. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre en place un leurre. Touc! Qu'est-ce qu'on fait? On vient refaire, encore une fois de plus, une focalisation de l'attention. On va venir focaliser, tiens, j'ai deux prix identiques, donc ça c'est facile à comparer. Et qu'est-ce que j'ai pour ces prix identiques? Est-ce que j'ai la même chose? Ah non, j'ai pas la même chose. D'un côté, j'ai 60 gigaoctets, oui, mais j'ai les week-ends Internet illimités. Ou de l'autre côté, j'ai pas les week-ends Internet illimités, mais j'ai 100 gigaoctets quand même. Quand même pas rien. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère avoir 60 gigaoctets et le week-end Internet illimité, ou je préfère avoir 100 gigaoctets? J'hésite. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On crée un faux dilemme. On amène les gens à focaliser et à comparer ces deux choses-là avec un faux dilemme. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Sachant que nous, on s'en fout. Dans tous les cas, en termes de consommation, ça va être à peu près la même chose. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait? On les amène à choisir entre une offre à 15,99 € ou une autre offre à 15,99 €. Sachant qu'au final, la consommation sera la même. Mais ça me permet de totalement exclure l'offre à 13,99 € du choix. En plus, ils sont venus ici renforcer avec une accentuation graphique. Pourquoi? Parce que vu qu'ils sont différents, ils sont à comparer. Je trouve mon point commun, mais on me montre bien qu'ils sont différents. Et donc, ça va venir focaliser mes deux offres et matérialiser le fait qu'il y ait bien deux offres différentes. Et je vais me poser le dilemme, qu'est-ce que je ferais? Chérie, tu ferais quoi, toi? Plutôt 60 gigas avec week-end illimité ou plutôt 100 gigas? Je sais pas, moi non plus. Hein. Et on focalise l'attention. Et en focalisant l'attention, eh bien, à la limite, on s'en fout qu'ils prennent l'offre à 15,99 € pour 60 gigas ou 15,99 € pour 100 gigas. Nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'ils prennent un abonnement à 15,99 €. Le biais cognitif, ici, a fonctionné. La technique du leurre a fonctionné. C'est ce qu'on appelle le leurre avec une stratégie de faux dilemme. Et voilà. Voilà comment opère
la technique du leurre avec la combinaison des différents biais cognitifs. Alors, je vais juste vous remettre les différents biais pour voir si jamais vous avez des questions. Hop, ils sont quelque part par ici. Hop, ici. Non. Et pas celui-là. Hop, je vais fermer la fenêtre, ça sera mieux. Non, je ne les avais pas ici. Si, voilà. Voilà la combinaison des différents biais cognitifs qu'il va falloir amener pour pouvoir construire votre offre. Si je fais une synthèse par rapport à ça, 3 offres. C'est clairement le biais de cadrage qui fonctionne le mieux pour mettre en place un leurre. Au-delà, on l'a vu, on perd le biais de clarté. En dessous, on est dans une mise en contraste entre deux choses et on va avoir un achat de compromis. Et on fait une focalisation de l'attention. Il faut focaliser, il faut rendre deux choses. Le leurre, en fait, le rôle du leurre, c'est de créer un élément de comparaison avec l'objet ou le service ou le produit qu'on cherche à acheter. Okay. Si jamais le leurre n'est pas suffisamment similaire de la zone projetée, on retombe sur un biais de cadrage classique avec un achat de compromis au centre. Loupé. Donc, il faut bien poser le leurre pour qu'il y ait un point de comparaison évident entre les deux. Si jamais le point de comparaison n'est pas assez fort, perdu. Et à l'inverse, l'objet qu'on veut exclure ne doit rien avoir, enfin, il faut qu'il n'ait rien à voir, entre guillemets, ou que ça soit difficile à comparer avec, en l'occurrence, donc là, l'objet A qu'on cherche à exclure, l'offre B qu'on cherche à pousser, il faut que A et B soient difficiles à comparer. En revanche, l'offre A', directement similaire. Est-ce que cette approche et cette technique est claire pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous voyez comment vous pouvez l'appliquer ou comment ça peut se décliner? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de déclinaisons possibles? Oui, Vincent? Même y rajouter ton offre en cours, ce qui paye actuellement en fait le client, pour pouvoir avoir un autre point de comparaison encore avec ce que lui paye. Par exemple, Voilà. ça pourrait être intéressant, à la condition que ce soit comparable. Oui, mais bon, est-ce que déjà tes offres sont comparables en termes de gigas, c'est pas comparable non plus. Donc, si tu rajoutes ce qu'il paye, s'il paye 30, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 17 euros pour 40 gigas, là encore une fois, c'est son offre, il l'écarte. Après, il regarde encore une offre, il regarde une autre offre, il l'écarte. Mais en fait, le truc, c'est bien montrer en gros ce que lui paye actuellement. Nous, en fait, avant, je présentais, bon, bah, pas là pour ma boîte, mais avant, quand j'étais commercial, je présentais forcément toutes les offres comme ça, avec 3 scénarios possibles minimum, en plus du scénario, en plus du scénario, en plus de l'offre actuelle, en fait, en plus de sa situation actuelle. Donc, c'était des SASP, tu sais, situation actuelle versus solution proposée. Et donc, du coup, bah, forcément, on mettait bien en gros ce qu'il payait lui aujourd'hui, quitte à gonfler un petit peu ce qu'il payait aujourd'hui, hein, parce qu'il n'a aucune notion de ce qu'il paye aujourd'hui réellement, le patron, hein, clairement. S'il n'a pas sa comptable, et encore, il faut qu'elle soit au courant de tout ce qui se passe. Sinon, bah, clairement, voilà, moi, je rajouterais, pour comparer, maintenant, là, dans l'exemple, ce n'était pas possible. Donc, forcément... C'est intéressant parce que pour le coup, c'est comment est-ce qu'on va réussir, parce que la technique, justement, ce que tu disais, SASP, c'est un biais de contraste. On jouait juste sur le biais de contraste. Après, réussir, et là, ça peut être très sport, mais il faut bien maîtriser les offres en fait, que payent nos clients, en pouvant estimer ce qu'ils vont payer, de pouvoir créer un biais, justement, au moment où on vient insérer ce qu'ils payent à l'heure actuelle, de réussir à faire en sorte que du coup, ce soit lui qui nous sert de l'heure pour pouvoir mettre en avant notre solution. Ben, en fait, moi, je la mettais en premier. Donc, tu vois, le tableau que tu as montré là avec les gigas, Ouais. et ben, à ça, tu en rajoutes une quatrième. Donc, la première tout à gauche, c'était ce qu'il payait lui, donc avec ces différentes solutions qu'il avait actuellement en place. Son prix, ce qui avait un peu détaillé, ce que je mettais en place. Une offre après, donc l'alternative identique. Donc, chez nous, à offre égale, tu vas payer ça. Après, on mettait la solution qu'on préconisait.
Et ensuite, on mettait le mieux, tu vois, en fait. Et là, on éclatait son budget. Donc, en fait, le truc, c'était simple. C'était aujourd'hui, tu payes ça. À offre équivalente, tu payes ça chez nous. Nous, on te préconise ça. Et ensuite, si tu veux vraiment rouler en Ferrari, eh ben, c'est ça. Mais par contre, c'est 2 fois ton budget. Et en fait, du coup, le fait de lui donner le choix, déjà, il ne se sent pas enfermé dans quelque chose. Déjà, juste ça, tu vois. Juste le fait de donner le choix à quelqu'un, déjà, il est pas en train de faire une crise d'asthme là, quand tu es en train de lui présenter ton offre, avec aucune alternative possible, parce que les gens aiment bien les alternatives. Clairement, Bien sûr. voilà, ça c'est ce que les gens aiment. Maintenant, orienté, de toute façon, on préparait nos scénarios, on préparait tous les scénarios de tous les rendez-vous en début de semaine, donc il n'y avait rien qui était laissé comme ça sur le bas-côté, hein. C'était chaque offre, 10 rendez-vous par semaine. Voilà, tous les scénarios étaient bien compris pour démarrer ta semaine. Tu ne revenais pas dessus jusqu'à temps que tu ailles en rendez-vous. Et donc, du coup, le fait de donner une alternative au client, ça lui permettait, lui, de ne pas se sentir menacé de signer quelque chose. C'est inévitablement le biais de contraste. En fait, le biais de contraste dit que je ne peux pas évaluer une chose sans pouvoir la comparer à une autre. D'où l'importance de pouvoir proposer du choix. Si la personne ne peut pas comparer à autre chose, elle va se sentir enfermée et ne pas savoir si c'est le bon choix ou pas, puisque je ne peux pas l'évaluer. Je n'ai pas de critères d'évaluation, je n'ai pas de possibilité de comparaison. Ça, effectivement, c'est essentiel. Il y a quelqu'un qui, en fenêtre de conversation, vient de me demander si on pouvait l'aborder d'un point de vue mathématique. Techniquement parlant, j'imagine que lorsqu'on va en analyser un spécifiquement, oui, on peut l'aborder de façon mathématique. Par contre, est-ce qu'on peut créer une formule mathématique générique qui nous permettrait ensuite de positionner n'importe quelle offre? Ça me semble très complexe. Ça me semble très, très, très complexe à modéliser, puisque ça va dépendre des produits, des services, de l'environnement dans lequel je propose, des profils des personnes que je vais avoir en face de moi, de leur représentation, de leur expérience, de leur connaissance du secteur, quelles sont leurs valeurs de référence actuelles. Est-ce que c'est quelqu'un qui se crée une valeur de référence un peu sur j'ai entendu dire que, ou est-ce que ce sont des acheteurs qui connaissent parfaitement les cours, les valeurs de marché, etc. Donc, ça va vraiment dépendre du contexte et il faut vraiment l'adapter au cas par cas. Donc, avoir une analyse mathématique sur un biais qui est créé et de l'analyser mathématiquement, oui, ça on peut. Par contre, faire une formule générique, ça me semble extrêmement complexe. Après, si parmi nous, on a des mathématiciens professionnels, avec grand plaisir, on y cogite. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Je vais revenir sur l'exemple qui a été donné. En fait, dans l'exemple qui a été donné, c'était absolument de revenir de l'entretien client avec un chiffre d'affaires. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'en fait, avec la technique du leurre, on peut avoir une stratégie de réalisation de chiffre d'affaires au-delà juste au mieux revenir avec une commande. C'est-à-dire qu'on peut influencer. Moi, ce que je vois surtout, c'est surtout ça, quoi. Moi, je vends plutôt des choses complexes, donc je ne suis pas en train de me battre contre le monde entier. Mais si je veux orienter vers une offre, en fait, la technique du leurre peut me permettre, un peu comme tu as dit, avec le menu qui est au milieu, quoi. Exactement. Que le restaurateur sait qu'il fait plus de marge sur cette offre-là, et donc il a mis en place quelque chose qui fait qu'inconsciemment, n'importe qui vient chez lui va plutôt prendre l'offre du milieu, et donc il va générer plus de rentabilité, en fait. C'est ça. Ça, ce n'est pas la technique du leurre. Hein. Ça, c'est la technique, c'est ce qu'on appelle le biais de cadrage. Le biais de cadrage, c'est borner deux extrêmes parce qu'on sait que l'achat de compromis va venir taper au milieu. Ça, c'est le biais de cadrage. La technique du leurre, c'est comment, dans un choix binaire, je modifie la répartition de choix entre A et B sans rien modifier à A ou à B. Et là, pour le coup, je crée une offre leurre au milieu qui modifie la répartition. Tant qu'à faire, je vais faire en sorte que ça soit sur l'offre la plus chère. Tant qu'à faire. Enfin, la plus chère, en tout cas la plus rentable. La plus rentable, ouais. Exactement. Et donc, c'est là que le leurre a besoin. C'est pour ça que j'ai choisi le leurre. C'est parce que c'est la technique qui est la plus aboutie pour aller au plus extrême des combinaisons des biais cognitifs. Donc, comme ça nous permettait de voir les biais de contraste, les biais de cadrage, les biais de clarté, les biais de disponibilité, etc. La maîtrise attentionnelle. Mais voilà, c'est l'ensemble qui fait le leurre. On marquait également que, par ailleurs, si j'ai bien cerné le leurre, sert à exclure une offre et inciter le prospect d'un point de vue psychologique à adhérer à l'offre que nous souhaitons. Oui, c'est-à-dire que le leurre va nous permettre d'écarter l'achat de compromis
pour aller finalement sur celui qui aurait été le moins choisi. En l'occurrence, là, l'offre la plus chère. Donc, effectivement, ça va à la fois évincer l'achat de compromis, ça va créer un faux choix pour aller sur l'offre B qui nous intéresse. J'ai un autre exemple. Tu as beaucoup de gens qui vendent sur Internet soit de l'e-learning, soit de la formation. Le prix de base est à 999 et ils te disent, voilà, venez à mon webinar, il y aura une surprise et à la fin, ils te disent, pour ceux qui sont là, vous l'aurez à 499. C'est du leurre aussi, ça ou pas? Non, ce n'est pas un leurre, c'est un biais de contraste. On va jouer sur un biais de contraste, c'est-à-dire que, en gros, c'est tellement énorme comme contraste et comme technique, j'ai toujours surpris que ça marche. Mais, en gros, on va te dire, la formation traditionnelle coûte 999 €. Mais pour vous, exclusivement, aujourd'hui, dans les 2 prochaines minutes, je suis prêt à vous le faire à 120 €. Je me dis, alors, pour le coup, on va activer le biais. Alors là, pour le coup, on crée un contexte qui peut activer le biais et faire en sorte que le biais de contraste fonctionne. C'est qu'on va créer une pression au temps. Alors, pression au temps, pression au stock, offre limitée. En gros, on vous dit, réfléchissez pas trop longtemps, il n'y a pas le temps. Et donc, dépêchez-vous de réfléchir. Ça marche encore. Quand ça a été lancé, ça marchait très bien. Mais maintenant, il y a un facteur d'habituation sur le biais de contraste qui est fait tout le temps. Je le vois à peu près partout. Et donc, bien évidemment, un facteur d'habituation fait que on s'en défend petit à petit. On apprend à ne plus forcément déclencher à ça. Ça marche moins bien. Mais ça marche, malgré tout. Mais c'est un biais de contraste. Ok. Frédéric, j'ai une question. On est bien d'accord que pour être dans le leurre, il faut que les offres A' et B soient au même prix pour pas qu'on tombe dans un biais de cadrage. Ou pas forcément. Même prix ou très similaire. Par exemple, en restauration, lorsqu'on va faire une carte de menu, je déconseille de faire 2 menus au même prix. C'est bizarre, on n'a pas l'habitude de ça. Et pour le coup, ça éveille un peu trop l'esprit critique. Souvent, ce que je leur conseille, par exemple, si on a un menu à 16 et un menu à 32, je leur conseille de faire un leurre à 30. 30 et 32, c'est très proche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens arrêtent à 60% de me prendre le menu à 16 et à 40% le menu à 32. Moi, ce que je veux, c'est que ça s'inverse, qu'à 60%, ils me prennent le menu à 32 et que dans 40% des cas, ils me prennent le menu à 16. Et au lieu de faire 2 menus à 32, ça éveille trop. Égal ou très peu différent et avec à l'intérieur des choses comparables en partie. En partie, mais pour le coup, le menu à 30, sincèrement, il n'est pas terrible par rapport à celui à 32. C'est-à-dire qu'en fait, mon menu à 16 et mon menu à 32, je vais faire en sorte qu'ils ne soient pas comparables. Par exemple, mon menu à 16, je vais faire un entrée-plat ou un plat dessert ou un plat café. Voilà, une structure de plat. Et puis dedans, on va y trouver le classique du menu, la salade de cabécou, son assiette de crevettes roses, etc. Et puis en plat principal, la pièce du boucher, salade frites, ce genre de plat. Okay. Et puis en dessert, vu que c'est une composition, on va avoir l'île flottante, la crème brûlée et le brownie ou le fondant. Okay. Assez classique sur un menu à 16. Le menu à 32, non. Je vais avoir entrée, plat, fromage, dessert. Et là, d'entrée de jeu, ça devient plus difficile à comparer les deux. C'est pas évident. Et puis, dans mon menu, alors du coup, je vais faire un menu leurre à 30 qui reprend exactement la même structure. Entrée, plat, fromage, dessert. Là, les structures sont plus faciles à comparer. J'en ai un qui est un tout petit peu plus cher que l'autre, mais à la limite, on joue dans la même gamme. Par contre, mon menu à 30, si je vais caricaturer, mais si j'ai en entrée dans mon menu à 32 des bisques de homard, dans mon menu à 30, j'ai… le plat du jour. J'ai crevettes grises. Je caricature, mais j'ai un truc en tout cas qui est nettement moins bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Menu à 16, menu à 32, difficile à comparer. Par contre, mon menu à 30 et mon menu à 32, eux, facile à comparer. Donc, focalisation de l'attention. Et donc, du coup, je vais comparer les deux. Je vais me dire, non, il est quand même vachement mieux. C'est 2 € de plus, mais il est quand même vachement mieux. Je vais prendre celui à 32. Et j'ai squeezé le fait que je pouvais prendre celui à 16. Il est sorti de mon cadre attentionnel. Et donc, je ne le prends plus en considération dans ma comparaison, dans mon choix. Je modifie le cadrage. Merci. Est-ce que ça s'applique aussi à des offres plus importantes, c'est-à-dire type réponse à appel d'offres sur des offres avec des montants importants, avec des gens qui comparent les prix de façon rationnelle? Parce que là, on est dans des achats quand même un peu, pas impulsifs, mais rapides, on va dire, quand même, sur Internet ou au restaurant, dans une logique, effectivement, d'une proposition réponse à un appel d'offres.
j'ai le sentiment quand même, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'est Vincent, le fait de laisser le choix, de toute façon, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'avec effectivement un processus d'achat un peu plus réfléchi, comme ça est inconscient, je pense que la technique du leurre peut marcher aussi. Alors, elle peut marcher, alors, inévitablement dans une moindre mesure, on est sur du biais cognitif. Donc, comme biais cognitif, c'est une prise de décision réflexe. D'accord ? Mais on peut préparer le terrain, on va dire. C'est-à-dire que si sur votre appel d'offres, alors si votre appel d'offres, il faut décortiquer 60 pages pour réussir à se faire une idée, là, on aura du mal à mettre en place une décision réflexe. En revanche, si sur vos 2 offres, ou 3 dans un monde merveilleux, mais sur un appel d'offres, balancer 3 offres, ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, on pose 2 offres côte à côte, avec très léger écart de prix entre les deux. Par contre, une qualité différente, clairement nettement supérieure pour celui qui a un tout petit peu plus cher. Donc, en gros, je vais minimiser, ma première offre sera trop chère par rapport à ce qu'il y a dedans. La deuxième est cohérente. Et par contre, il faut que ça se voit de suite sur la page de synthèse devant. Donc, il me faut un résumé qui va reprendre un biais de clarté. Mes 2 offres sont très claires, j'ai mes 2 visuels. Les éléments sont comparables entre eux, parce que le problème, c'est que si ce n'est pas comparable, eh ben là, pour le coup, je vais me retrouver dans un biais dans un achat de compromis. Donc, je vais préparer un terrain d'achat de compromis, ce n'est pas le but. Donc, je vais tenter de passer en leurre. Mais il faut que mes éléments soient comparables et il faut que les 2 soient très proches. Attention, clairement, après, normalement, les acheteurs sont formés, normalement, à venir décortiquer toutes ces mécaniques, tous ces biais cognitifs, les biais de cadrage, les biais d'ancrage, les biais de contraste, les biais de… Bon, après, même en étant formé, on voit bien avec le damier. Malgré tout, on voit, même en le sachant, on voit quand même 2 couleurs. Donc, ils seront quand même sous l'influence du biais. Mais s'ils sont bien formés, malgré l'influence, ils sont censés être capables de sortir de cette irrationalité. Il y a le degré d'urgence aussi qui va jouer. Et exactement. En fait, la pression, le stress, la pression, l'urgence, les délais, les machins, jouent une pression et donc amène le cerveau à devoir décider plus rapidement. Si tu dois décider plus rapidement, c'est le terrain parfait pour faire un biais. Une bonne option pour ça, c'est justement de faire des options qui ne sont pas dans l'appel d'offres. Aussi. Aussi. Complètement. Un grand classique. Complètement. Faire croire à l'acheteur qu'il a oublié des choses. Et que s'il ne prend pas l'option, c'est lui qui prend le risque. C'est ça. Ça marche bien. C'est ça fait partie du jeu. J'adore la relation de négociation qu'il peut y avoir entre ceux qui proposent quelque chose, les acheteurs, tout le terrain de négociation. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'amuser. J'aime énormément ça. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça, d'autres regards, besoin d'approfondissement sur certains points, sur certaines choses, des choses qui n'auraient pas été claires, sur des domaines d'application? C'est hyper clair, Guillaume. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? C'est clair, oui, merci. Super. Merci beaucoup. J'espère que ça aura pu vous apporter. J'espère que vous arriverez à en ressortir des choses. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Je ne vous garantis pas d'y répondre dans les 2 heures, surtout cette semaine, mais j'essaierai en tout cas d'y répondre le plus vite possible, c'est promis. Et puis pour ceux, donc là on est vraiment dans un cadre hyper spécifique des domaines d'application de BMO. Ceux qui souhaiteraient avoir une vision plus large sur la mécanique décisionnelle au sens large, d'un point de vue neurologique et cognitif, et donc découvrir l'inéquation décisionnelle, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur LinkedIn ou aller directement sur le site internet de BMO. Je vous remettrai là les slides derrière pour que vous puissiez avoir l'adresse. Et une fois par mois, je fais une initiation en live qui permet effectivement de découvrir l'inéquation décisionnelle de BMO. Bon, là, en l'occurrence, c'était ce matin. Donc, il y en aura une le mois prochain. Ou si jamais vous êtes vraiment très impatient de découvrir ça, j'ai ma jeune chaîne YouTube que j'ai lancée et j'ai le replay de l'initiation que j'ai mis pour la première fois en ligne sur YouTube au mois d'août. Donc, voilà, ça pourra vous permettre aussi d'avoir une vision de l'inéquation décisionnelle de BMO et comment, d'un point de vue neurologique et cognitif, opèrent les prises de décision. Merci à vous tous. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci, Guillaume. À bientôt. Merci, Guillaume. Au revoir tout le monde, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Guillaume, tu m'entends? Oui, Florence. On se parle vendredi. J'ai fait mon offre en t'écoutant par rapport à ce que tu as dit là. Ah yes, chouette. Bah écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ciao Florence, à vendredi. Merci à toi. Bon courage, bye. Ah bah, Merci, au revoir. au revoir.